The Conversation France. In extenso, des chercheurs et des chercheuses qui décryptent les grands sujets. Un podcast pour mieux penser l'actualité. Bonjour, je suis Benoît Tonson, chef de rubrique Science à The Conversation. Bienvenue dans ce nouveau podcast où nous allons nous demander comment la science peut se mettre au service de l'humanitaire. Au travers d'un exemple très concret, celui de l'association entre la fondation INSA, donc l'Institut national des sciences appliquées, ce réseau d'écoles d'ingénieurs, et le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. Alors quel est le but de cette association ? Eh bien, c'est de développer de nouvelles technologies pour faciliter la recherche et l'identification de personnes disparues dans des contextes de catastrophes ou de migration par exemple. Pour en parler, je reçois Charles Dossal, enseignant-chercheur en mathématiques appliquées à l'INSA de Toulouse. Charles Dossal, bonjour. Bonjour. Et en face de vous, José Pablo Barrebar, coordinateur forensique au CICR Délégation de Paris. Bonjour. Bonjour. José Pablo Barrebar, pour commencer, rappelez-nous les principales missions du CICR et votre rôle dans cette organisation. Sûrement, le CICR est une organisation impartiale, neutre, indépendante qui a été créée en 1863. Sa mission est exclusivement humanitaire et surtout protéger la vie et la dignité des victimes de conflits armés et d'autres situations de violence. On peut parler de guerre et de violence dans beaucoup de sens. Et disons que la migration, par exemple, est une conséquence, dans beaucoup de cas, de certains types de violences qui sont couverts par le droit international humanitaire. Et pour cette raison-là, la Croix-Rouge internationale a quoi faire avec. Et donc votre rôle dans au CICR ? Alors, moi, je suis un coordinateur légiste, médico-légal, forensique. C'est justement essayer d'aider les autorités nationales qui reçoivent soit les corps des migrants décédés et sûrement disparus pour les identifier et pour pouvoir donner des réponses aux familles. Notre rôle à la fin est un rôle d'aider techniquement et de faire le lien, dans ce cas-là, entre les familles de ces personnes-là, dans les pays d'origine, et les autorités nationales dans les pays d'arrivée. Et justement, pour mener à bien ces projets, vous travaillez avec Charles Dossal. Donc, Charles Dossal, expliquez-nous quelles sont vos thématiques de recherche et d'enseignement à l'INSA de Toulouse. Alors, je suis chercheur en optimisation mathématique. Donc, c'est une partie des mathématiques qui s'occupe d'étudier les vitesses d'algorithmes qu'on utilise dans différents domaines. Par exemple, en économie, on peut vouloir optimiser la production et le stockage d'électricité d'origine renouvelable, par exemple. On peut aussi optimiser des codes. Donc, j'ai des collègues qui travaillent sur des alertes tsunami, par exemple, pour Météo France. Essayer de modéliser l'évolution de la surface de l'océan suite à un tsunami. Il y a des gros calculateurs qui permettent de modéliser tout ça le plus rapidement possible. Et là, à ce moment-là, moi, je peux apporter ma petite brique en essayant de proposer des méthodes numériques pour accélérer les calculs et permettre d'avoir des résultats les plus rapides et qu'elles arrivent en temps et en heure aux personnes concernées. Donc ça, c'est mon activité de recherche. Et j'ai aussi une autre activité donc, qui est plus liée à mes enseignements, qui est le traitement d'images. Donc j'enseigne le traitement d'images mathématiques à l'INSA Toulouse, essentiellement en dernière année d'école d'ingénieur. Et c'est à ce titre que j'ai été contacté lorsque s'est développé le partenariat entre l'INSA d'une part et le CICR à l'été 2020. D'ailleurs, José Pablo Barrebar, pourquoi avoir contacté l'INSA et en quoi le CICR a-t-il besoin de ces apports scientifiques ? Alors, je pense que les situations desquelles on s'occupe, comme par exemple la migration, sont méga complexes. Méga complexes, je sais ce que je veux dire. On ne sait pas combien de personnes partent, on ne sait pas combien de personnes arrivent. Les personnes qui arrivent mortes peuvent être simplement des cadavres sans document d'identité ni rien. Alors, il y a une nécessité d'explorer des pistes et de créer des pistes qui puissent nous mener soit à savoir qui pourrait être cette victime et trouver la famille. Et quand je parle de pistes, je parle de beaucoup de choses différentes qui ne peuvent pas être exploitées avec des moyens non scientifiques. Par exemple, les données.
Ça, c'est une chose très importante, les données. On peut avoir, par exemple, une liste des noms qu'on doit comparer, mais ce n'est pas un nom, ce sont des milliers de noms écrits de façon différente, hein, et on doit savoir si les personnes qui figurent dans deux listes différentes sont la même personne. Par exemple, pour ça, on a besoin de quelque chose plutôt mathématique. Et oui, on a demandé à des mathématiciens de nous aider avec ça. Mais aussi, et là vient l'interface avec Charles, c'est que les photos, et soit les photos des personnes vivantes, soit disparues dans ce cas-là, ou des personnes décédées, sont quelque chose qui abonde. Alors je rencontre Charles dans le contexte des autres pistes, par exemple les images. Et quand on parle d'images, on peut parler de photos de personnes disparues, de personnes vivantes, que la famille a une photo de la personne avant de partir, ou même avoir des photos de personnes décédées. Toutes les autorités judiciaires s'occupent de faire des photos des personnes décédées qui sont trouvées sur leur territoire, mais ces photos-là, nécessairement, ne sont pas des photos qui peuvent être montrées à un membre de la famille, par exemple, pour reconnaître, je ne parle pas d'identifier, parce qu'identification a une connotation médico-légale très précise, mais pour reconnaître et dire « Ah oui, cette personne-là pourrait être un tel », et à partir de là, ce serait une piste pour commencer à creuser justement la possibilité que cette famille-là soit la personne à laquelle ce corps appartient. Alors, les images, tant que telles, peuvent être, comme Charles va l'expliquer, disons, améliorées. Et cette amélioration pourrait aider immensément à que quelqu'un puisse regarder cette photo sans tomber sous un choc terrible de voir une personne pas seulement décédée, mais avec des altérations assez fortes. The Conversation France. Et Charles, justement, c'est un projet qui sort un peu de l'ordinaire, hein, j'imagine, de vos sujets de recherche. Comment vous avez été contacté, puis comment vous êtes lancé pour pouvoir aider le CICR ? Alors, j'ai été contacté à l'été 2020, comme un certain nombre de collègues de l'INSA, puisque le partenariat entre le CICR et l'INSA ne s'est pas fait autour de cet unique problème d'amélioration de la visibilité de photos. Il y a d'autres projets qui ont été lancés en parallèle. Et donc l'INSA a sollicité l'ensemble de ses enseignants en fonction des compétences de chacun, de la disponibilité de chacun, pour encadrer des étudiants, alors qui étaient des étudiants INSA, sur ces thématiques-là. Oui, justement, là, ce n'est pas les enseignants-chercheurs qui se sont saisis de la problématique, c'est les étudiants plutôt. Alors, oui, c'est-à-dire que les gens qui ont travaillé vraiment sur les codes, puisque nous avons aidé le CICR en leur fournissant des codes informatiques, ce ne sont pas les enseignants qui les ont faits. Ce sont les étudiants, évidemment encadrés par une équipe enseignante, encadrés par des personnels du CICR, dont Rosé Pablo, mais ça ne fait pas partie de notre travail de recherche, où là, quand on est chercheur, on écrit des papiers, on code les choses, on va dire essentiellement nous-mêmes. Là, l'idée, c'était de faire en sorte que ce soit les étudiants qui appréhendent les sujets, qui codent eux-mêmes. Et ça a été beaucoup de temps étudiant et beaucoup d'investissement. Et le choc des photos, parce qu'il y en a eu, il a été assez fort pour tous. Et les étudiants, c'est eux qui ont passé toute une partie de leur journée sur ces images assez difficiles à... Ouais, justement, vous m'avez dit que c'est des étudiants en 4e année, donc INSA, c'est en 5 ans. Quelles étaient les grandes problématiques techniques, finalement, auxquelles vous avez dû faire face, auxquelles ils ont dû faire face, finalement ? Alors quand on a vu les photos, on a discuté un peu avec Rosé Pablo des objectifs. Donc l'objectif était de pouvoir produire une photo similaire à la photo qu'on avait en rendant un visage le plus vivant possible et le plus ressemblant possible à la personne d'origine. Donc pour ça, on a regardé un peu quels étaient les différents types d'altérations qu'il pouvait y avoir sur l'image. Essayer par exemple de supprimer le fond de l'image parce que les photos pouvaient être prises sur une bâche, sur une table d'autopsie, sur un fond de bateau. Voilà, essayer d'enlever par exemple tous les cheveux qu'il pouvait y avoir sur le visage, l'écume dans la bouche, puisque
une partie des migrants, des photos ont été prises de personnes qui ont été repêchées dans la mer Méditerranée ou dans l'océan Atlantique. Et donc, on a défini tout un tas de micro-tâches un petit peu techniques qui consistaient à localiser les yeux, par exemple, de manière automatique, pouvoir reconstituer une partie de la peau de manière automatique si elle était abîmée. Et on a défini 7 ou 8 petites tâches et les étudiants ont pendant leur stage, proposé des codes informatiques pour résoudre ces différentes tâches. Oui, parce que là, on ne parle pas de retouches photo comme le grand public pourrait y penser, c'est-à-dire en Photoshop pour enlever le fond, etc. Là, le but, c'est vraiment d'automatiser tous ces processus-là. C'était de proposer des programmes informatiques qui automatisaient le plus possible. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore capable de produire des programmes qui sont capables de faire tout de manière autonome et on ne pensait même pas que c'était forcément souhaitable. Mais l'objectif premier, c'était de diminuer le temps de travail des collègues du CICR qui doivent traiter des centaines, voire des milliers de photos. Et alors, ils pourraient éventuellement essayer de le faire sur Photoshop, mais s'ils ont 3 ou 4 heures à passer par photo, ce n'est juste pas pensable. Ça rend la chose impossible. Vous écoutez In Extenso, le podcast qui donne la parole à la recherche. Charles de Sales, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus en détail une problématique, un stage, quels résultats vous avez pu obtenir et peut-être où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Voilà, je prends une photo compliquée à regarder et comment j'arrive à la rendre plus acceptable, en tout cas montrable en tout cas à une famille. Comme je l'expliquais, d'un point de vue technique, on va décomposer ça en plein de petites tâches séparées les unes des autres, identifier la bouche, pouvoir essayer de restituer une bouche en bon état. Donc ça, par exemple, ça peut nécessiter un accès à des bases de données d'images. Donc en fait, pour nettoyer des images, une manière aujourd'hui efficace de le faire, c'est d'utiliser de larges bases de données pour pouvoir éventuellement essayer de remplacer au mieux des parties d'images dégradées par des images dans une base de référence. Donc là, il a fallu extraire, sortir parfois des détails de l'image qui n'étaient pas en bon état, par exemple un nez vraiment très abîmé, et puis essayer d'aller faire des comparaisons avec dans des bases de données et essayer de fusionner une partie qui est extraite d'une autre photo de manière à ce que on n'ait pas un montage grossier. Oui, parce que c'est ça a l'air quand même très, très complexe. Hein, si le visage est très abîmé, par quelle forme, comment on peut savoir si le nez va plutôt être arrondi, en patate, très fin Alors, on ne fait pas de miracle, hein. C'est-à-dire que on ne peut pas garantir si vraiment le corps est en état de décomposition assez avancé. Ça peut arriver que la peau soit vraiment très abîmée. Les yeux, malheureusement, peuvent parfois être exorbités. Voilà. Essayer de retrouver un regard vivant et qui ressemble à la personne de départ, c'est objectivement très difficile. Par contre, ce qu'on espère, c'est que si jamais on a des yeux qui sont très abîmés, en essayant de trouver des yeux qui ont à peu près la même structure, la même forme, de les recoller de manière le plus propre possible, en ayant des choses qui sont relativement proches et avec toutes les informations du reste du visage, si on montre ça à un proche, on aura un visage qui sera à peu près reconnaissable, qui sera légèrement différent, forcément, mais que tous les autres éléments du visage permettront à la famille, à la mère, à la sœur, au père d'identifier la personne en question. D'accord, et là du coup je pense que c'est plutôt pour une question pour José Pablo Barreba. Mettons que les étudiants de Charles de Sales aient réussi à avoir une photo qui soit montrable. On parle souvent, vous avez dit plusieurs fois, les montrer à des proches. Mais finalement, comment vous allez retrouver, vous, ces fameux proches? Si on n'a qu'une photo, ça a l'air compliqué? Oui, on utilise beaucoup
beaucoup de pistes. En réalité, on n'a pas une seule piste. C'est pas qu'on a une photo et qu'avec une photo, on va chercher une famille. C'est plutôt que si on a déjà une certaine idée qu'une personne, un groupe de personnes se trouvent ou sont sortis d'un endroit en particulier ou d'une région en particulier, on va devoir affiner, on va dire comme ça, les chemins qui nous mènent à ces personnes-là pour justement, au moment où on puisse les voir, avoir des éléments pour le montrer. Par exemple, quelque chose qui n'a rien à faire avec les photos, mais par exemple, des noms d'autres personnes qui étaient des accompagnants, qui avaient voyagé avec, par exemple. Ça serait une bonne chose. Et peut-être, si on a des images à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas toujours des images qu'on puisse montrer, ou des photos ou quoi que ce soit, ça, c'est important de nouveau pour permettre à ces personnes d'évoquer à la fin. Et j'insiste sur le nom de reconnaissance plus que d'identification, parce qu'en termes médico-légal, disons identification, savoir que c'est un processus à travers lequel tu peux dire, au-delà d'une doute raisonnable, que disons, ce corps appartient à cette personne et pas à une autre. Mais le fait de dire cette personne me semble qui pourrait être, ça c'est déjà une piste. D'accord. Qui te permet de, disons, tirer la ficelle, on va dire comme ça. Alors l'idée est pensée à quelque chose de très articulé, mais aussi très global. Tu as un volet de possibilités de choses. Alors si tu as, je sais pas, des noms, des listes de noms, tu vas travailler avec les noms. Et si tu as des listes et des photos, tu vas travailler avec les deux et voir comment combiner les deux. Et comme ça, tu vas commencer à additionner d'autres éléments qui sont à ta disposition, s'ils existent. On comprend assez bien l'enjeu très, très global. Charles Decelle, les solutions finalement qui ont été proposées par les étudiants, donc ces codes, ils ne sont pas encore utilisables par le CICR directement, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un cadre d'une mission d'une entreprise avec des ingénieurs, avec un livrable. On n'est pas parti dans cette optique-là. On est parti sur, on a misé sur l'envie de nos étudiants, sur l'envie des collègues, puisque les collègues qui encadrent ça, je ne suis pas le seul, je suis tout seul ici de l'INSA, mais on est plusieurs collègues à participer à ces projets. Donc, les gens ont envie et ils sont au service de cette cause, mais par contre, on n'a pas pu fournir une solution clé en main en quelques semaines. Donc, on a établi des prototypes, il y a eu des résultats sur quelques images, suffisamment encourageants pour que le CICR ait vraiment envie de poursuivre la route avec nous. Et là, ce sera ma dernière question, José Pablo Barribar. Quel regard vous portez finalement sur ces stages, sur cette recherche-là qui a été faite là, depuis maintenant 2 ans ? Pour moi, personnellement, c'est très stimulant parce que j'avais beaucoup d'idées que je considérais des idées folles. Et à la fin, quand tu parles avec une personne comme Charles, par exemple, qui est moins fou que moi dans ce sens, qui peut dire « Ah non, mais ça, ça on pourrait faire ça ou ça, on utilise cet algorithme-là. » Alors, qui sont des choses qui ne sont pas folles du tout à la fin, qui sont des choses aussi de sens commun qui peuvent aider à beaucoup de gens. Et je pense que l'intérêt principal de ce qu'on fait, c'est pouvoir donner des réponses aux familles, aux personnes qui ne savent pas, pouvoir aider les gens dans ce sens. Et c'est très important de répéter ce que Charles a dit déjà à propos que les codes sont des codes ouverts, sont des codes sources ouvertes. On n'est pas en train de créer un logiciel commercial pour le vendre, ni rien du genre. Je pense que l'important de tout ça, c'est justement cet échange, la richesse de ces échanges-là entre chercheurs, entre scientifiques, qui puissent amener tout ça à quelque part de concret. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on part du concret et on finit avec le concret. Et derrière le concret, il y a des personnes vivantes qui attendent des réponses. Bien, j'espère que ces nouveaux stages vont apporter de nouveaux outils, j'en doute pas, avec la motivation dont vous m'avez fait part aujourd'hui. Je pense qu'on a bien compris là, ces nouveaux liens qui se créent entre l'humanitaire et la science, entre la fondation l'INSA et le CICR. Charles Decelle, je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en maths appliquées à l'INSA de Toulouse. Merci beaucoup. Merci à vous. Et José Pablo Barribar, coordinateur forensique au CICR à la délégation de Paris. Merci beaucoup.
In Extenso est un podcast de The Conversation. Chaque vendredi, la rédaction donne la parole à la recherche pour mieux comprendre l'actualité. Retrouvez l'ensemble des épisodes d'In Extenso et nos autres séries directement sur theconversation.com dans la rubrique podcast.